Amis de la poésie, bonsoir. YouTube est conçu de telle manière que la première vidéo d'une chaîne n'a que peu de chances d'être vue lors de sa parution. Une audience se construit avec le temps, et seuls les spectateurs les plus curieux se donnent la peine de découvrir la ou les premières parutions. Aussi, cette vidéo s'adresse en quelque sorte aux spectateurs du futur. Celui qui m'aura connu grâce à mes vidéos sur Andromède ou Cléopâtre, celui qui m'aura découvert grâce à mes réflexions sur le sens de l'art, à l'amateur de poésie qui aura pris plaisir à m'écouter divaguer sur Stéphane Mallarmé ou Charles Baudelaire. C'est donc pour ce spectateur-là que j'enregistre cette vidéo somme toute très personnelle, puisque je vais parler des 15 livres qui ont le plus marqué ma vie littéraire, ceux qui m'ont aidé à parfaire mon amour pour l'art écrit. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs livres du monde, ce sont simplement des ouvrages qui ont croisé ma vie à certains moments clés et ont eu un impact décisif sur elle. Ces 15 livres vont dire beaucoup sur moi, sur mon parcours, sur mes désirs, sur mes pensées. Dans quelle autre vidéo pourrais-je être aussi personnel si ce n'est la première? Celle que personne ne regardera. On me demande souvent à quel moment j'ai su que je voulais écrire. Difficile à dire, je dirais au milieu de mon adolescence, vers mes 14-15 ans. Mais ma relation avec les livres est bien antérieure à ça. Mes parents déjà possédaient une bibliothèque démesurée, avec beaucoup de beaux livres. Moi, j'avais un certain nombre de livres pour enfants, certains que j'ai pu lire des dizaines de fois, peut-être même plus. Il y en a certains dont je me souviens encore très bien. Mais le premier, celui qui a vraiment eu un impact sur ma vie littéraire, si je me souviens des émotions qui l'accompagnaient, je ne sais plus son titre. C'était un des derniers jours de classe au CP, et la mairie offrait à chaque élève un livre. Je serais bien incapable de dire ce qu'avaient choisi les autres, mais moi, je me souviens très bien de ce livre épais qui devait faire quelque chose comme 200 pages, avec un phoque et un jeune esquimau sur la couverture. Je ne me souviens de l'histoire ni de près ni de loin, ni même où est passé ce livre aujourd'hui. Mais quand je suis rentré chez moi, montrant tout fier mon gros livre de 200 pages, mon père y jeta un œil distrait et me confirma que c'était un gros livre, un vrai livre, et que, quelque part, en le lisant, je devenais en quelque sorte un adulte, un homme, quelqu'un de respectable. Bien sûr, il ne l'a pas formulé comme ça, et très certainement que ce moment a disparu de sa mémoire très vite. Mais pour moi, c'était une expérience capitale. J'aurais presque pu en paraphraser Descartes. Je lis, donc je suis. Lego cogito ergo sum. Mais le plus beau, c'est que j'ai continué à lire, non pas pour gagner une sorte de reconnaissance paternelle, mais tout simplement parce que j'aimais ça. Parce que je ne me suis jamais posé la question. Je lisais. Point. Chateaubriand, rencontrant la religion, avait dit « Je n'ai point cédé, j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. » Moi, je n'ai certes pas pleuré, mais j'ai lu. Je traversais donc les années de l'école primaire, lisant ce qui me passait entre les mains. Je déplore aujourd'hui qu'on n'ait pas cherché à m'offrir des lectures plus ardues, mais peut-être celle-ci m'aurait-elle découragé, nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'en 6e, j'étais déjà farouche adversaire de l'éducation nationale, et moins de temps je passais dans une salle de classe, mieux je me portais. Notre professeur de français nous proposait, chaque début de mois, d'aller passer 20 minutes au CDI du collège pour aller emprunter un livre. C'était soit ça, soit rester en cours. La question ne se posait pas. J'irais donc dans les quelques menus rayons de cette bibliothèque fasciné par un nom. Tolstoï. Je ne connaissais rien de la littérature russe, ni de près ni de loin, mais ces livres d'une épaisseur surréaliste me fascinaient. Ils me fascinaient tant et si bien que je m'accroupis alors face à eux, et ayant le sentiment que je n'étais pas encore prêt pour rencontrer Anna Karénine, ma main se déporta légèrement sur la gauche et tira par le plus grand des hasards un livre avec un petit bonhomme tirant avec son arc sur un gros dragon. Cette histoire est incroyable parce que nous étions au milieu des années 90. Le film du Seigneur des Anneaux n'était pas encore sorti et je n'avais autour de moi aucun mentor capable de me conseiller des livres de fantaisie intéressants. J'étais un jeune garçon fraîchement entré en 6e et qui venait d'emprunter ce livre à la couverture intrigante. Bilbo, le Hobbit. Quelle claque ce fut! Je ne compris pas ce qui m'arrivait. Je me répète, le film n'existait pas et il n'y avait personne pour me dire si c'était un livre à lire absolument ou si c'était quelques romans de fantaisie secondaires et sans intérêt. Le seul intermédiaire entre moi et M. Tolkien, c'était Tolstoï.
J'ai lu le livre à une vitesse effroyable. Et le mois suivant, quand il fallut retourner au CDI, plutôt que de rester en cours de français, j'y descendis avec une certaine allégresse. Peut-être y en avait-il d'autres des livres de ce fameux Tolkien. Bien, figurez-vous qu'il y avait mieux que ça. Il y avait Le Seigneur des Anneaux, qui était en quelque sorte la suite de Bilbo le Hobbit. Une suite plus longue, plus complexe, plus adulte. Durant tout le collège, j'ai dû lire Bilbo et Le Seigneur des Anneaux 3 ou 4 fois. Voyez d'ailleurs l'usure de mes livres. Parce que oui, quand même, j'ai fini par les acheter, ces livres. Un peu plus tard, peut-être en 5e ou en 4e, le temps rend les dates un peu floues, toujours au collège en tout cas, je me suis tourné vers la science-fiction. Et notamment Dune, de Frank Herbert. Et là encore, ce fut une rencontre fracassante. J'ai lu les 7 livres de la saga un certain nombre de fois, puis j'ai lu tous les livres de Frank Herbert ayant été traduits en français. Certains sont éblouissants, notamment les 4 formant la suite du programme Conscience. Et j'avais même un recueil de nouvelles expliquées par Yves Klein. Si aujourd'hui ces explications ne me sont plus guère utiles, à l'époque où j'ai lu ces nouvelles pour la première fois, elles m'apportèrent un éclaircissement sur ce que je lisais qui m'était très précieux. Mon professeur de français ne goûtait guère à la science-fiction. À l'époque, je la méprisais pour son manque d'ouverture. Aujourd'hui, je peux comprendre que ces auteurs qui ont un style très pauvre ne soient guère attirants. Moi-même, je ne lis pratiquement plus de science-fiction. Mais elle a tout de même su me conseiller La Nuit des Temps de René Barjavel. Et effectivement, lire un auteur qui sait écrire, ça donne une autre dimension à la lecture. On n'est plus dans le divertissement, mais dans la littérature. Le livre en lui-même n'était pas déplaisant, mais il a surtout joué le rôle de tremplin. Désormais, il me fallait des auteurs avec une plume. Une bonne histoire ne me suffisait plus. J'eus alors la chance d'avoir entre les mains Les Liaisons dangereuses de Chordelot de Laclos. Hormis le Marquis de Sade, je ne suis guère adepte de la littérature du siècle des Lumières. Mais il faut bien admettre que ces liaisons dangereuses sont une expérience littéraire formidable. À lire ces tournures d'époque, sous forme épistolaire de surcroît, on en aurait presque envie de se poudrer le visage et porter des chemises à jabot. Et l'histoire en elle-même est pleine de manipulations, de coups tordus et de rebondissements. C'est presque de la narration à l'américaine avant l'heure. C'est en tout cas le premier livre antérieur au XXe siècle qui a su retenir mon attention. Très vite suivirent Balzac, Flaubert et Hugo, mais le premier qui ait su m'attirer à lui, ce fut bien Chordelot de Laclos. Tout juste avant de changer de millénaire, sortit au cinéma le film Fight Club, tiré du livre du même nom. Je parle du livre puisque c'est le sujet de la vidéo, mais je dois bien admettre que c'est le film qui m'a frappé plus que le livre. D'ailleurs, d'un point de vue artistique, dirais-je, le film me semble supérieur au livre. T'étais où, la schizo-boy? J'avais envie de détruire quelque chose de beau. Fight Club, c'est l'apologie du nihilisme, les instincts virils qui ressortent, le renouveau par la destruction, la haine du matérialisme, sans pour autant de volonté spirituelle. Et étrangement, cette apologie du néant, c'est ce qui m'a fait comprendre que mes écrits devaient avoir un sens mystique, philosophique, peut-être même religieux. Un livre doit avoir une âme, il doit être plus qu'une histoire, plus que de belles phrases, il doit être porteur d'un sens mystique. Il doit, en somme, être une œuvre d'art. C'est quelque part triste qu'il ait fallu un film hollywoodien pour que ce réveil intérieur ait eu lieu. Mais toujours est-il que ce film, tiré du livre Fight Club, a eu un impact capital sur moi. Aujourd'hui encore, j'ai la sensation de ne pas avoir réussi dans mes romans à atteindre totalement cette portée mystique. Mais j'y travaille, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes prochaines publications littéraires et poétiques. Puisque nous sommes dans l'audiovisuel américain, il fut une série télévisée que j'appréciais, mais que je ne peux nommer parce que je ne l'assume pas vraiment. Cette série télévisée américaine évoque, lors d'un de ses épisodes, l'éducation sentimentale, de Gustave Flaubert. J'avais le sentiment que je ne serais pas en mesure de comprendre les interactions profondes des personnages de la série si je ne lisais pas ce livre. La série télévisée disparut de mon esprit, et en place y entra la littérature du XIXe siècle. Elle n'en sortit jamais. J'aurais tant de choses à dire sur ce livre qu'il est préférable que je n'en dise rien. Aragon, dans son livre Blanchot l'oubli, y fait référence souvent, faisant un parallèle entre les personnages de l'éducation sentimentale et le personnage imaginaire de son livre, Marie Noire, elle-même avatar du personnage de Blanche, elle-même avatar d'Elsa Triolet, la compagne d'Aragon. Livre lui aussi extraordinaire, Blanchot l'oubli. Mais je m'égare.
Si j'ai coincé cette liste de façon chronologique, ce n'est désormais plus le cas. À quel moment chacun des livres suivants est entré dans ma vie? Je ne saurais le dire. Aujourd'hui, avec le temps, c'est comme s'ils avaient toujours été présents. En l'occurrence, je suis bien incapable de dire quand ou comment j'ai connu Mallarmé. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre la profondeur que pouvait revêtir la poésie. Là encore, parler de Mallarmé m'entraînerait dans un monologue sans fin, et je parle de lui bien assez souvent sur cette chaîne. Si beaucoup sont entrés dans la poésie grâce à Baudelaire, moi, ce fut grâce à Mallarmé. Cette vidéo étant déjà un peu longue, je vais devoir la scinder en deux. Aussi, avant de vous quitter, laissez-moi vous lire ce poème de Stéphane Mallarmé, très baudelairien dans son approche, et dont le titre est « Angoisse ». Une fois que l'on a compris que le texte s'adresse à une prostituée, son sens devient tout de suite beaucoup plus évident. Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête en qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser dans tes cheveux impurs une triste tempête sous l'incurable ennui que verse mon baiser. Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songe, planant sous les rideaux inconnus du remords, et que tu peux goûter après tes noirs mensonges, toi qui sur le néant en sais plus que les morts. Car le vice, rongeant ma native noblesse, m'a comme toi marqué de sa stérilité. Mais, tandis que ton sein de pierre est habité par un cœur que la dent d'aucun crime ne blesse, je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul, ayant peur de mourir, lorsque je couche seul. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et rendez-vous pour la suite des 15 livres qui ont marqué ma vie littéraire dans la prochaine vidéo.